C'est parti. Voilà, je fais une petite vidéo cette semaine. C'est pas dans mon habitude, mais je voudrais vous présenter mon nouveau travail. En fait, j'ai une sonnette à retenti au plein cœur de l'hiver, alors qu'il fait si gris et si froid, en plein mois de janvier. Et voici ce que le facteur m'a livré. Donc, il est un pays. Mon recueil de poèmes, voilà, mon recueil de poèmes que j'ai auto-publié il y a quelques semaines. Alors voilà, je suis très contente d'avoir pu de m'être auto-publié déjà. Je vais parler d'autopublication. Je trouve quand même que c'est bien pratique l'autopublication parce que ça permet d'une part on est complètement responsable de son ouvrage. On ne le délègue pas à d'autres. On en est complètement maître. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super. On le peaufine, on l'affine. Ça va être vraiment notre propre création. Il n'y a pas d'intermédiaire qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas d'éditeurs qui risquent de refuser pour des raisons très obscures, parce que maintenant, pour rentrer dans le monde éditorial, il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances, être dans des cercles très précis et des cercles qui sont pas toujours bienfaisants pour l'âme, mais pour l'évolution spirituelle. Et donc ici, à partir du moment où on a auto-publié un ouvrage, eh bien, on peut être fier de soi. On peut être fier de soi parce que déjà, d'une part, on en est l'auteur. On en est l'éditeur, puisqu'on l'a soi-même mis en page, on l'a soi-même écrit et mis en page. On choisit la couverture. Il n'y a pas de ligne éditoriale qui rentre en ligne de compte. On choisit soi-même la couverture. Et puis, on est maître de la vente. Et on peut très bien fixer bien le prix qu'on choisit. Alors, celui-là, il n'est pas très cher. Il est à 4,30 €. 4,30 € pour la poésie. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que maintenant, on est dans un monde où il y a tellement d'individualisme, tellement de quant à soi, où les gens ne s'intéressent plus de manière générale, je parle de manière générale, il y a toujours des exceptions, mais les gens ne s'intéressent plus à la beauté, c'est clair. Eh bien là, on a quand même une chance phénoménale, c'est que la beauté, elle est quand même à portée de main et elle est à portée de toutes les bourses et de tous les porte-monnaies. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, ce recueil, en fait, il relate un voyage à travers Majorque. J'ai vraiment beaucoup aimé Majorque. J'y ai séjourné plusieurs fois de suite et j'ai beaucoup aimé ce pays, cette île. Je m'y suis vraiment retrouvée. C'est comme si je retrouvais mes racines. Et dans ce recueil, eh bien, ce recueil est vraiment bref, il contient 27 pages. La particularité, c'est que ce sont tous des poèmes en prose, mais courts. Ils tiennent généralement en une page, à quelques exceptions près. Et ils relatent une promenade, un voyage poétique à travers les différentes parties de l'île de Majorque. Alors, on trouve bien sûr Valdemossa, on trouve Cala Figuera, on trouve Palma de Mallorca, Carles de Olivar, Cala Rajada, la Calobra, 1 et 2, Mallorquina, Minorca, Alcudia, Calavinas, Formentera, Cabrera 1 et Cabrera 2, et Mahon, Ibiza, Esvedra, 16 Palmador, enfin voilà, 16 Pardel. Moi, je vais terminer le recueil. Santa Margarida, Deia, San Francesc. Et ce sont donc toutes les parties de l'île de Majorque qui m'ont laissé des notations visuelles
auditive et sensorielle vraiment très précise. Et j'ai vraiment voulu, ce sont des sortes de notes de voyage, mais des notes de voyage qui ont été reconstruites, qui ont été remises en forme poétique. Voilà, et donc je suis vraiment très contente d'avoir réalisé ce petit travail. Preuve en est qu'on peut être complètement libre, on peut vraiment accomplir ce qu'on désire. Alors après, bon, évidemment, il y a des gens que ça laissera toujours indifférent, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis vraiment contente d'avoir réalisé cette petite chose, enfin ce petit livre. Et il est également disponible en format Kindle, donc sous forme de liseuse. J'ai regardé la mise en page sur une liseuse et je l'ai trouvé très facile, très accessible à lire. Ça coûte pas cher, ça coûte à 1,32 €, donc vraiment c'est un prix. On n'a même pas le journal pour ce prix-là. Donc je suis très contente du petit travail que j'ai réalisé. Alors, ça précède un autre recueil que je suis en train de réaliser. Là, c'est La lueur des mots que j'édite également moi-même, que j'auto-publie moi-même. Il me donne vraiment du fil à retordre. Il est beaucoup plus long, hein. Il contient 146 pages, hein. Donc c'est beaucoup plus épais que ce petit livre. Mais vraiment, moi je suis très contente de l'autopublication et tous ceux qui ont vraiment du mal à se faire publier. Moi, j'en ai envoyé des lettres à des éditeurs. Certains n'ont même pas pris la peine de me répondre. Bon, certains envoient des lettres de refus, bien sûr, ça c'est classique, hein, mais certains n'avaient même pas pris la peine de me répondre, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le milieu littéraire, il y a vraiment des gens qui sont très imbus d'eux-mêmes et qui croient voilà, qu'ils ont conquis les hautes sphères intellectuelles. Moi, je suis pas du tout dans ce genre de milieu. Je suis très indépendante, je suis très autonome, j'aime beaucoup ma liberté et j'aime surtout mon indépendance d'esprit et mon autonomie intellectuelle et spirituelle. Ça, c'est très important. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'auto-publier. Et je trouve que le premier résultat, eh bien, il est franchement bon. Et je recommande à tous ceux qui s'expriment de leur art et qui sombrent dans le découragement parce qu'ils se disent de toute façon mes œuvres ne seront jamais connues ou elles ne seront jamais publiées ou elles ne seront jamais vendues. Peu importe, peu importe. Ça, la vente, le commerce, c'est autre chose, hein. Ça ne nous appartient pas. À nous d'être acteurs de notre création. À nous d'en faire quelque chose. Après, la réceptivité du public, c'est une autre histoire. Parfois, le public n'est pas réceptif pour plein de raisons, parce que il y a des problèmes sociaux importants, parce que chacun vit dans son monde, parce que voilà, tout le monde n'est pas ouvert à l'art au moment où l'on crée. Mais chaque œuvre porte ses fruits. Chaque œuvre est vraiment promise à un avenir. Alors même si c'est un avenir lointain, peu importe, on ne sait pas ce qu'on peut réaliser dans la vie. On ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur les autres et sur le monde. Il y a beaucoup de poètes qui ont écrit en se disant de toute façon mon œuvre ne portera pas, etc., etc. Et pourtant, l'œuvre a été connue. Je pense à Van Gogh par exemple. Hein. Van Gogh, il a vraiment vécu dans la misère toute sa vie. Il peignait des œuvres que personne ne comprenait. Il peignait des tableaux qui étaient refusés. Les gens même se moquaient de lui. Ils disaient que c'était de l'art naïf et que finalement ça ne valait rien, que ça ne valait même pas un quignon de pain. Et Van Gogh, de toute sa vie, a vendu une toile qui, justement, il n'a vendu qu'une seule toile qui ne coûtait qu'un quignon de pain. Il est mort, comme on sait, à moitié fou. Bon, les circonstances de sa mort sont floues. On ne sait pas si c'est un suicide ou un assassinat. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont floues à ce niveau-là. En tous les cas, il est mort dans des conditions misérables. Il est mort rejeté. Et maintenant, quand on voit le prix avec lequel se vendent ces toiles, mais c'est phénoménal. Ces toiles sont achetées par des millionnaires. Mais nous, on peut même pas acheter une toile de Van Gogh. Je veux dire, ça c'est hors de prix.
Et voilà. Van Gogh, il était avant-gardiste sur son temps. Et il avait beau envoyer ses tableaux à des milieux artistiques ou à des musées qui faisaient des expositions, il était toujours refusé. Et voilà. Et donc maintenant, eh bien, on voit ce qui est devenu Van Gogh. Je peux parler également de Gérard de Nerval, hein, qui s'est pendu par une sombre nuit d'hiver dans une rue, et puis dont l'œuvre était également incomprise. Et puis maintenant, Nerval, bon, je pense qu'il y a quand même encore des gens qui connaissent Nerval, enfin le nom de Gérard de Nerval, et il a vraiment ouvert le monde de l'onirisme, le monde du rêve, et il a jeté les bases quelque part de la psychanalyse sans le savoir évidemment. Donc voilà, il a dépeint le réservoir de l'inconscient. Alors il ne nommait pas ça l'inconscient, mais c'était vraiment, c'était quelqu'un d'avant-gardiste aussi, et autant de poètes comme ça qui ont cru qu'ils ne pouvaient pas faire connaître leurs œuvres. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout fataliste. Moi, je dis que travaillons dans l'instant, travaillons dans le moment présent, faisons ce qui nous est imparti, ce qui nous est dévolu. Et moi, maintenant, j'ai décidé de ne plus passer par les circuits classiques, parce que ces circuits classiques, ils sont complètement bouchés, parce que c'est comme dans beaucoup de domaines, il y a toujours la petite élite, les petits privilégiés qui, eux, peuvent se faire connaître. Hein. Moi, quand je vois des écrivains qui sont sur la place publique, hein, bon, je vais pas les nommer parce que, bon, après, on pourra dire c'est de la diffamation, mais enfin, il y a des écrivains qui sont sur la place publique, moi, dont je lis les œuvres, mais finalement, c'est du vent. Moi, j'en retiens rien de ces œuvres-là. Et pourtant, ils sont vraiment présents dans des grandes maisons d'édition. Amusez-vous à envoyer des manuscrits à ces maisons d'édition qui éditent de tels écrivains, et vous verrez que même si votre œuvre a de la qualité, elle sera refusée. À quoi ça tient? Ça tient à des choses qui nous échappent. En tous les cas, ça tient à des critères qui ne sont pas d'ordre esthétique. Ça, c'est certain. Et donc, moi, j'ai décidé de court-circuiter tout ça. J'ai décidé de ne plus passer par les voies traditionnelles pour m'épanouir. Et j'ai décidé de faire ce que je voulais au moment où je le veux. Bien sûr, c'est pas facile de s'auto-publier. Il y a des règles très précises. C'est très difficile. Hier soir, j'ai quand même travaillé jusque 2 heures du matin pour mettre en forme mon manuscrit. Je suis pas encore certaine que ça fonctionne parce que on se charge soi-même de la numérotation, on se charge soi-même de la mise en page. Alors moi, la mise en page, bon, je suis comme habituée parce que je travaille beaucoup sur PDF, etc. Donc je suis habituée. Mais tout ce qui est marge, tout ce qui est pagination, tout ce qui est dimension, ça c'est quand même un domaine qui m'est beaucoup plus étranger. Et c'est vrai que on doit se familiariser avec ça. Ça, c'est un univers que les auteurs ne connaissent pas, hein, ce monde de l'édition, parce que auteur et édition, c'est très différent finalement. Hein. On écrit sur son cahier ou on écrit sur son ordinateur, mais on pense pas à tout le travail qui est en amont. Choisir une couverture, faire des marges adéquates, que la couverture corresponde bien au format du cahier ou du livre qu'on veut faire publier, les numérotations de pages. S'il y a des traitements de texte qui ne numérotent pas les pages, eh ben, il faut le faire soi-même. Donc, c'est très fastidieux, c'est très long. Tout ça, ça demande beaucoup de courage. Moi, il y a des moments où c'est vrai, j'ai été découragée. Alors, pour ce manuscrit, moins parce qu'il est beaucoup plus court et que donc, j'ai pu passer j'ai pu me passer de certaines contraintes. Mais le prochain recueil qui va paraître, non, parce que comme il est épais, eh bien, il y a des critères qui sont beaucoup plus précis. Donc, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail. Ça nous demande beaucoup de réflexion, d'organisation. Et on voit que l'art, finalement, c'est une forme maîtrisée. Alors, mais en même temps, moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que franchement, je vais vous dire, j'ai déjà été publiée dans des maisons d'édition. Eh bien, moi, je trouve que ce petit format, non, c'est un grand format, mais cette couverture-là eh ben, moi, je trouve que c'est la meilleure. Franchement, de toutes celles que j'ai pu avoir, elle est vraiment, moi je l'aime beaucoup, c'est un cahier, c'est une sorte de cahier, il est souple, il est facile à prendre, à manier, on peut le mettre dans une valise, on peut le transporter, il n'est pas lourd, voilà. Donc
franchement, à tous ceux qui se découragent parce que on se dit, voilà, je n'y arrive pas par les voies traditionnelles, eh bien, moi, je dis qu'on a toujours le moyen de se faire connaître, de se faire entendre, de se montrer. Et, ceux qui sont intéressés par ce qu'on fait, eh bien, de toute façon, ils seront toujours dirigés vers nous parce que l'univers se charge de toujours diriger les gens intéressés vers nous. Alors, bien sûr, il faut faire preuve d'un peu de patience et puis c'est pas facile. Mais moi, je dis aussi qu'il faut fuir absolument les maisons d'édition à compte d'auteur parce que ça, c'est vraiment du vol. Déjà, on produit un travail, on y passe énormément de temps et c'est une œuvre intellectuelle qu'on offre au public. Et moi, je trouve ça complètement injuste qu'on doit payer des cents et des mille. Hein, moi, je connais des auteurs qui ont payé 4 000 € pour la publication d'un livre, mais enfin, on est où? Ça, c'est vraiment du vol, sachant qu'après, la publication va s'arrêter, qu'au bout d'un an, l'édition, elle est complètement interrompue et que bah, c'est fini. Les 4 000 € envolés. Hein. L'éditeur, il s'en est mis plein la poche et vous n'avez plus les moyens de montrer votre œuvre parce qu'elle n'est plus éditée, elle est épuisée. Ça, je trouve ça complètement scandaleux. C'est malhonnête au possible. Donc ça, il faut absolument fuir ça et suivre beaucoup plus la voie de l'auto-édition. Alors maintenant, les éditions à compte d'éditeur, elles sont très très rares. Hein. Moi, je pense qu'on peut en compter peut-être deux pour 1000. Hein. Donc évidemment, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les maisons à moitié compte d'auteur et compte d'éditeur, c'est à fuir également parce que vous payez et vous payez également très très cher, peut-être moins cher qu'une maison à compte d'auteur complète. Mais voilà, payer 2 000 € pour un bouquin, non. Enfin, pour publier son livre, moi je trouve ça vraiment, c'est pas normal. L'écriture et l'art, c'est à la portée de tous les porte-monnaies. Un auteur, imaginons qu'un auteur qui a beaucoup de talent vive du RSA, donc il peut pas publier, il peut pas lui-même produire ce qu'il a fait. C'est absolument scandaleux et moi je trouve que ces maisons-là, elles devraient être interdites tout simplement. Hein. Voilà, c'est mon avis. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour tout simplement pour vous faire part de mon point de vue sur ce sujet et pour vous dire que bah voilà, j'ai été heureuse de recevoir ce recueil, ce petit cahier. C'est une sorte de journal intime en fait, un journal de voyage mais poétique. Voilà. Donc il est mis en forme et l'autre qui est beaucoup plus épais, La lueur des mots, va bientôt paraître. Il est déjà paru en format Kindle. Il coûte 4,30 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher. Et l'autre recueil en brochet va paraître incessamment sous peu, je pense. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pas uniquement pour mettre en valeur ce que j'ai fait, parce que ça partirait d'une démarche égoïste, complètement individualiste. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour dire à tous ceux qui peignent, à tous ceux qui écrivent, à tous ceux qui chantent, qui composent des morceaux de musique, montrez-vous. Heureusement, maintenant qu'on a Internet, on peut faire plein de choses grâce à Internet. Ceux qui chantent et qui composent la musique, bah, qu'ils aillent sur YouTube et qu'ils s'enregistrent sur YouTube. Ceux qui peignent des tableaux, ils peuvent très bien aussi montrer leurs tableaux sur des sites consacrés à la peinture. Ça existe. Et puis, bien sûr, les écrivains, bah, voilà, il y a le monde de l'autopublication qui est vraiment très intéressant. Et pour ceux qui peignent aussi, ils peuvent très bien faire des recueils avec en reproduisant leur tableau, hein, pour inciter les gens à aller vers leurs œuvres. Voilà. Donc, continuons à créer, ne nous laissons pas décourager. Bien sûr que ce monde n'est pas un monde où tout est transparent et où tout est bien, mais il y a toujours des moyens de passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire toujours les moyens de se débrouiller et d'être libre et de ne pas abdiquer et de ne pas vendre son âme. Parce que je voulais aussi revenir sur tout ce monde de la musique, de la littérature, de la peinture. J'ai découvert, alors ça je ne le savais pas, mais j'ai découvert que beaucoup de gens, pour se faire connaître, vendaient leur âme au diable. Voilà, ils vendaient leur âme au diable, c'est-à-dire que déjà, ils donnaient beaucoup d'argent et ils se pliaient à des exigences ou à des volontés, des désirs qui les humiliaient. Et tout ça pour le prix du succès. Et ben ça, moi, je dis que ça n'en vaut pas le coup. Alors, bien sûr, quand on autopublie, on n'a pas la garantie du succès.
succès, ça c'est certain. Mais au moins, on peut se dire que notre œuvre a le mérite d'exister et que son temps viendra quand, évidemment, Dieu le voudra, parce que voilà, la société a aussi son rythme et elle ne correspond pas forcément au rythme de ceux qui créent et à la volonté de ceux qui créent. Mais en tous les cas, rien n'est perdu, tout se garde et voilà, il ne faut pas pactiser non plus avec des gens malhonnêtes pour se faire connaître à tout prix. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, quelque chose que, oui, j'insiste beaucoup dessus. Et vraiment garder sa liberté, garder son autonomie et son indépendance, quitte à fournir un effort plus important parce qu'on se charge de tout, mais au moins on est libre et on est maître de sa création. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et voilà, tenez-vous au chaud parce qu'il fait vraiment très froid. Je vous embrasse. Au revoir.